Comment rivaliser en étant moins puissant? Toute l'élaboration des pratiques chinoises repose sur la volonté de restaurer une dignité perdue. Mais l'histoire a positionné la Chine pendant longtemps dans un contexte de faiblesse vis-à-vis de l'Occident qui nécessitait l'élaboration d'un nouveau paradigme. Les dirigeants du Parti communiste chinois firent donc du pays l'usine du monde, en déployant un mécanisme légal permettant aux économies locales de se développer, ainsi que le savoir-faire du peuple chinois en matière d'ingénierie, contre l'accès autorisé par le pouvoir central d'une main-d'œuvre bon marché. Cette mécanique du transfert de compétences devant permettre un rapport gagnant-gagnant, entre guillemets, concept cher à la rhétorique chinoise depuis longtemps, qui exploitait pour autant les préjugés occidentaux relatifs à la puissance du peuple américain et européen, de par leur statut de donneur d'ordre. Pourtant, cette approche s'est révélée efficace, car elle permettait à court terme de rapatrier des capitaux en nombre, tout en accompagnant la remise à niveau des Chinois sur les problématiques de pointe. En outre, ce contexte établi sur la durée offrait aussi la possibilité de rendre dépendants de la force vive chinoise les entreprises occidentales poursuivant l'objectif du profit le plus rapide possible. Phénomène d'autant accru en 1989 lors de la chute du mur de Berlin, suivi quelque temps plus tard de celui de l'Union soviétique, qui déclencha la fièvre d'un libéralisme mondialisé triomphant, démontrant la suprématie du modèle américain sur tous les autres. Ce modèle grisant, plaçant le profit rapide et l'industrialisation financière comme une référence absolue, tout autant que son pendant pratique, la société d'abondance et de consommation sans limite. Ces réalités historiques sont connues et vérifiables par tous. Mais je crois que l'on oublie souvent que la puissance de l'approche chinoise repose sur le fait d'exploiter chez nous la profonde conviction que nous étions les maîtres incontestables du monde et que cela n'a pas changé. Quand je dis nous, je parle des Occidentaux. Et début 2000, cette réalité avait du sens, car 41 des 100 plus grandes entreprises mondiales étaient européennes, le reste étant américain ou japonais. Et ceux qui ont joué cette partie dans le management ont pesé dans la situation présente par cette arrogance. Lorsque j'étudiais le droit, j'ai découvert une maxime chinoise qui m'est restée en mémoire. Le gentilhomme n'a pas besoin du droit, car il trouve toujours à s'arranger. Seuls les sauvages ont besoin du droit pour régir leur existence. Si j'aborde cette maxime, c'est parce que les Occidentaux sont venus avec leurs convictions profondes et leurs droits en pensant que la Chine allait naturellement se plier à ceci. Pourtant, le rapport des Chinois à la loi est très différent de celui que nous constatons chez nous. Nous avons par exemple cru que nos principes de propriété intellectuelle allaient être protégés, allaient se répandre, que nous pourrions toujours nous défendre en cas d'atteinte à ceux-ci, car ils étaient supérieurs. Vous conviendrez avec moi, cela semble ridicule dit aujourd'hui. Et pourtant, c'est là que le génie stratégique chinois se manifeste. En récupérant ce savoir et cet argent, la Chine a pu se développer dans ses propres frontières. Toutefois, à mesure que certaines zones métropolitaines grandissaient, les inégalités profondes engendraient aussi des mécontentements, et le pouvoir central a été contraint d'apporter rapidement des réponses logistiques. D'une part, il y a les fameux BATX, qui sont la réponse chinoise aux GAFAM. Mais de l'autre, il y avait aussi la nécessité de récupérer des savoirs et moyens spécifiques qui n'étaient pas élaborés en Chine pour satisfaire le projet de société chinois. Parmi ces moyens, l'aéronautique occupe
une place de choix dans un pays aussi vaste.